Il a été député, premier vice-président du Sénat, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, membre, bien sûr, de la vie politique au plus haut point et surtout maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Bonjour. C'est surtout ça. Quand je lis votre livre maintenant, je vais tout vous raconter. Vous dites d'abord Marseille, toujours Marseille. Bien sûr. Mais ce livre, voyez-vous, c'est souvenirs. C'est pour montrer à des jeunes gens, à des jeunes filles qui voudraient s'engager dans la vie politique, quel que soit évidemment le bord, que même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas eu un père qui a déjà été député ou parlementaire, même si on n'a pas fait les grandes écoles, oui, bon, dont on nous parle comme tant. l'ENA, voilà, l'ENA, Polytechnique, tout ça, on n'avait pas fait. À force de travail, de volonté, de courage, d'obstination, on peut arriver dans la vie politique. C'est le parcours que j'ai fait, que je voudrais démontrer pour engager les jeunes à faire de la politique. Oui, parce que vous dites, je suis fils de maçon, et puis enfant de cœur, mais vous n'étiez pas fait pour faire de la politique. Oui, écoutez, si mon père était un artisan maçon, mon père m'a tout donné et m'a aidé dans la vie politique. En fait, j'aurais dû, si ça avait encore existé, appartenir au mouvement républicain populaire. Mais à Marseille, il y avait surtout deux blocs, le bloc de la droite et le bloc de la gauche. Et finalement, je me suis engagé dans le bloc de la droite républicaine, mais toujours avec une pensée forte du centre. Voilà comment j'ai fait ma vie politique pendant plus de 50 ans. Oui, mais alors on va parler bien sûr de ça, mais Mazargues, c'est votre enfance. Vous vous souvenez des bombardements de l'année 1944 ? Oui. Vous vous souvenez de ces moments-là ? Vous prenez conscience ? Bien entendu, le grand bombardement, effectivement, autour du Vieux-Port et du centre-ville. Mon père, qui était maçon, on était loin. Le quartier de Mazargues, le noyau villageois de Mazargues, est loin du boulevard national où il y a eu des milliers de morts, d'ailleurs, qui s'étaient mis sous le tunnel pour se protéger. Mon père, qui était maçon, nous avait dit à ma maman et à moi, mettez-vous dans les angles de la maison. Parce que si jamais il y a une aspiration et que la toiture doit s'enlever, etc., c'est dans les angles qu'on est protégé. Voilà, je me souviens de ça et je me souviens aussi de l'entrée des Goumiers, qui d'ailleurs ont beaucoup donné pour la libération de Marseille, dans le quartier de Mazargues, où j'étais très impressionné parce que j'avais 4-5 ans à l'époque. Oui, des souvenirs incroyables. Vous êtes instituteur. C'est le plus beau des métiers, finalement. Alors, effectivement, avant de devenir parlementaire, j'ai enseigné l'histoire et la géographie dans un collège, un lycée catholique. Ce ne sont que de bons souvenirs pour moi, mais je suis devenu député très jeune, puisque j'avais 38 ans lorsque je suis entré à l'Assemblée nationale. Et j'ai pu faire 4 mandats, dont 2 fois dissous par M. Mitterrand, mais 2 fois je suis retourné aussi. Puis après, j'ai eu de longues vies à la Haute Assemblée, au Sénat, puisque là, je suis resté beaucoup plus longtemps. Oui, vous citez Chateaubriand dans ce livre. À un moment, vous dites on ne doit dépenser le mépris qu'à petite proportion parce qu'il y a trop de nécessiteux. Je crois qu'il faut surtout, dans la vie politique, c'est ce que je dirais aux jeunes qui veulent s'engager, qu'il faut surtout aussi un peu d'humilité. Il faut du travail, il faut de la volonté, il faut des sacrifices, mais il faut aussi de l'humilité. Voyez-vous, quand on est en province, on est souvent écrasé par la technocratie parisienne. Et cela, d'ailleurs, depuis déjà plusieurs années. Et la Ve République a même accentué ce phénomène que le pouvoir est à Paris. Or, la réalité du pouvoir, et on le voit aujourd'hui dans la pandémie qui persiste et même s'amplifie depuis quelque temps, que c'est sur le terrain, avec les hôpitaux, avec les élus locaux, on aura tout fait, et les tests, et l'achat des masques, et maintenant les vaccinations. Voilà, et tout ça repose davantage sur un tissu d'élus locaux que sur des gens qui, depuis les ministères ou l'Élysée, décident même pour les autres. Oui, parce qu'il y a ce fameux méridionalisme dont vous dites parfois on vous affuble, on critique l'accent, on dit Marseille c'est quoi ? C'est la pétanque, c'est le pastis, bien entendu, c'est la voyoucratie aussi. Ce sont effectivement
des thèmes que l'on emploie souvent. Mais cependant, je suis un véritable méridional, un véritable provençal. Vous savez, j'avais l'habitude, et on s'amusait un peu avec Charles Pasqua, qui est resté aussi, après avoir été ministre de l'Intérieur 2 fois au Sénat, pour amuser un peu de temps à autre et détendre nos éminents collègues parlementaires, nous parlions, Charles Pasqua et moi, en anglais. Oui. Ça faisait rire tout le monde. Voilà, mais oui. C'est aussi notre tradition. Je crois, voyez-vous, montrer la mairie de Marseille derrière moi. Oui. Je crois que je ne me suis jamais pris au sérieux, mais que j'ai sérieusement fait tout ce que je devais faire. Oui, oui, mais derrière ça, vous dénoncez finalement cette vision qu'on a de Marseille. Quand je disais la voyoucratie, c'est oui. Vrai. Vous oui. Avez eu à affronter ça? Oui, effectivement, il y a toujours dans les quartiers de Marseille, il y a le phénomène de la drogue, des kalachnikovs, de ces choses-là. J'observe d'ailleurs depuis une année où je me suis un peu retiré de la vie politique, j'observe, parce que je regarde souvent la télévision, et notamment la vôtre, qu'effectivement, il y a aussi dans d'autres villes où se passent des choses qui ne sont pas luxurieuses non plus. Eh bien, écoutez, il appartient à ceux qui gouvernent notre pays de donner les moyens nécessaires. Voyez-vous, en 25 ans, j'ai fait plein de réalisations, j'ai eu des moments de joie, j'ai eu des moments aussi de grande tristesse et de drame sur le terrorisme ou d'autres. Mais 2 choses m'ont toujours impressionné. Une est d'actualité. Voyez-vous, nous avons 15 000 agents dans les hôpitaux de Marseille. Les hôpitaux de Marseille ont fait un travail considérable. Ils ont bien résisté. Il y a des années que j'ai demandé au gouvernement de droite ou au gouvernement de gauche de donner aux agents des hôpitaux de Marseille la même prime pour le logement qu'ils ont à Paris ou qu'ils ont à Lyon. Ça m'a toujours été refusé. Un autre exemple aussi où je me suis battu, et sans succès, dans le domaine culturel. L'Opéra de Marseille, 2e ville de France, coûte en gros 20 millions d'euros aux contribuables marseillais. L'aide de l'État a été toujours invariable. Gouvernement de droite, gouvernement de gauche, 400 000 euros. C'est se moquer du monde. Oui. Voilà 2 choses dont je pense que le jeune maire qui me succède a dû, sans doute, me semble-t-il, en parler au président de la République qu'il a rencontré récemment. Oui, mais au-delà de ça, il y a des personnages incroyables. D'abord, Gaston Defferre. Vous n'êtes pas tendre envers l'ancien maire de Marseille. Vous savez, on se grandit face aux adversaires que l'on peut avoir. Je me serais heurté et je me serais battu contre Gaston Defferre, contre Bernard Tapie, contre Jean-Marie Le Pen, même d'autres encore. Bon, il est clair que ces batailles ont été très rudes, mais ces batailles, je les ai gagnées. Et du coup, il y a 25 ans, que j'ai occupé le fauteuil de maire de Marseille. Et pendant ces 25 années, même lorsque j'ai eu des responsabilités à Paris, je consacrais l'essentiel de mes démarches, de ma volonté d'obtenir une aide spécifique pour Marseille, pour les grands projets qu'on faisait. Tenez, on voit le stade Vélodrome. Il est magnifique, le stade Vélodrome. Voilà, je ne dis pas à M. Aulas, parce qu'il considère que c'est le sien à Lyon qui est le meilleur. Mais moi, à Marseille, je suis très fier. Tout le monde dit que le stade Vélodrome est quelque chose de magnifique. Eh bien, tant mieux. Alors, on reprend un peu un par un, là. Defferre, alors vous dites quoi? Il était froid, cassant. Alors, d'abord... Sa femme, Edmond Charleroux, vous dites qu'elle était méchante. Alors, Defferre, il va gouverner la ville de Marseille pendant 24 ans, avec la droite républicaine. Et moi, je ferai partie pendant 12 ans de cette coalition. Moi, j'ai toujours été dans la droite républicaine. Mais Gaston Defferre s'alliait à nous. Pourquoi? Parce que s'il ne faisait pas ça, c'était les communistes qui pouvaient avoir la mairie. Or, il a été toujours anticommuniste, sauf à partir du programme commun de M. Mitterrand, où il est devenu ministre de l'Intérieur, et où là, la dernière élection qu'il fait, il l'a fait avec le Parti communiste. Voilà, et il va gagner d'ailleurs en découpant la ville en morceaux inégaux, enfin, etc., avec la loi Paris-Lyon-Marseille que vous connaissez. Bon, les autres personnalités... Oui, mais alors Edmond
Charleroux. Elle dit, lorsque vous gagnez, c'est la deuxième mort de mon mari. Oui, ça vous blesse. Oui, bien sûr que ça me blesse beaucoup. Mais voyez-vous, même si ça m'a blessé, lorsque elle est partie, elle avait confié ses volontés dernières au président de la Société Marseillaise de Crédit, qui à cette époque-là, M. Escande, me téléphone et me dit, voilà, Edmond s'en est allé. Je lui dis, ça ne m'a pas échappé. Elle souhaiterait qu'à ses obsèques prennent la parole l'éditeur Gallimard, l'héritier d'Aragon, M. Régis Debray, Jean-Pierre Chevènement et le maire, puisque le maire sera là. Et donc, j'ai pu effectivement parler aux obsèques d'Edmond de Charleroux, en racontant d'ailleurs 2 anecdotes, mais je vous en livre une. Quand, parce qu'elle avait bien agi pendant la Résistance, le général de Gaulle l'a décorée de la Légion d'honneur. Au moment où il la décore, il lui dit, vous savez, madame, vous écrivez bien, mais vous votez mal. Voilà ce que lui avait dit de Gaulle. Et puis moi, 2 ans avant de mourir, elle était venue me voir en me disant « J'ai un cadeau à vous faire, pour vous et pour la ville ». Gaston Defferre, quand il présidait le conseil municipal, disait le jour où je devrais m'en aller, « Surtout ne donnez pas mon nom à une rue, à un collège, à une école ». Bien entendu, on a tout fait, bien sûr. Prenez ma main. Faites un moulage de ma main, pas par n'importe qui, par César, et vous direz que cette main, elle a beaucoup signé, elle a beaucoup travaillé pour Marseille. Et donc, cette main faite par César, Madame Edmond de Charleroux me l'a offerte 2 ans avant qu'elle disparaisse. On a mis ça dans une chasse en bois doré, comme si c'était les ossements de Saint-Louis d'Anjou. Bon, et en même temps, nous avons mis ça à la Vieille Charité, dans un superbe musée de Marseille. Oui, oui. Alors, Tapie, vous dites un sbire multicarte. Voilà. Alors, ce que vous dites de Tapie, vous le connaissez aussi bien que moi, vous l'avez observé, mais je retiens simplement avec lui qu'une seule anecdote. En 92, nous sommes opposés à la région. Il dirige sa liste avec les socialistes et avec d'autres personnalités dans les Bouches-du-Rhône, enfin sur l'ensemble de PACA, mais dans les Bouches-du-Rhône, il va faire 28%. La liste Gaudin fait 27%, mais moi je suis le premier à Marseille, malgré tout. Et alors, il perd, puisque c'est moi qui suis réélu président de la région. Et à 2 ou 3 mois après, il demande à me rencontrer, bien sûr, il est au conseil régional, je le reçois, et il me dit, voilà, moi j'avais plein d'idées, j'aurais fait 1001 choses, mais c'est vous qui avez gagné. Alors avec moi, j'ai amené 32 élus. 20 sont des socialistes. Ils sont incurables, ne comptez pas sur eux. Mais une douzaine d'autres sont des personnalités, le professeur Schwarzenberg, M. Etcher, Daniel Etcher, d'autres encore. Et bien ceux-là, à partir de maintenant, ils vont vous aider à la région. Bon, et je retiens cela de Bernard Tapie. Oui, et pas le reste. Et pas le reste. Oui, vous dites il n'y a pas de vengeance dans votre vie, ni dans ce livre d'ailleurs, de règlement de compte. Non, ben écoutez, la vie politique, elle est faite comme dans une vie familiale. Il y a des moments où même à l'intérieur d'une formation politique, on peut être en désaccord, on peut se dire des choses un peu désagréables. C'était pas mon style. Bon, et c'est pas mon style. Mais d'autres l'ont fait à mon égard, en me brutalisant un peu, en disant que tout ce que je faisais n'était pas bien, vous avez été très attaqué sur la fameuse rue d'Aubagne. Oui, ça aussi. Oui. Ça aussi, si vous voulez. Sauf que c'était la même chose rue de Trévise à Paris, où on n'a pas dit que c'était Madame Hidalgo qui était responsable de 4 décès. Oui, bon. Donc un immeuble qui s'effondre. Bon, un immeuble qui s'effondre. Vous savez, ces immeubles qui étaient généralement des immeubles privés, des copropriétés privées au centre de nos villes anciennes. À tout moment, ça peut se produire. Mais la Vox Populi rend le maire responsable de tout. Et vous savez, ce que je retiens surtout de cet événement dramatique auquel je pense sans cesse, c'est qu'il a fallu évacuer 2000 personnes, vous entendez bien, 2000 personnes autour de cette rue d'Aubagne. Il a fallu les nourrir le matin, à midi, le soir, les loger dans tous les hôtels qu'on a réquisitionnés, et ensuite leur proposer
proposer des logements à chacun d'entre eux. Voilà ce qui était une préoccupation, mais tous les maires de France risquent d'avoir un jour ou l'autre un drame pareil. Mais il y a aussi eu ça vous a blessé. Bien entendu, je pense effectivement régulièrement à ces 8 personnes qui ont été ensevelies et sont mortes dans cet effondrement. Oui. Mais vous pensez aussi, par exemple, à ces 2 femmes victimes du terrorisme à la gare Saint-Charles. Le terrorisme. Vous pensez à tout ça? Bien entendu. D'abord, ça commence, j'étais pas encore maire, mais j'étais président de la région avec le petit Ibrahim Ali, puis avec le fils de quelqu'un qui sera adjoint au maire pendant 12 ans avec moi, le petit Nicolas Bourgat, dont le papa était médecin et qui, à mes côtés, s'occupera des déshérités de la vie, des exclus, et ira de lycée en lycée pour dire aux enfants, ne répondez pas à la violence par la violence. Quelqu'un de remarquable. Bon, et ensuite même, Morane et Laura, tués devant la gare Saint-Charles par un fou furieux. Deux jeunes filles. Et même un fou furieux sur la Canebière, qui, avec un rasoir, demandait aux gens s'ils étaient de confession musulmane, et s'ils ne l'étaient pas, voulait donner des coups de rasoir. J'ai vécu tout ça. J'ai vécu aussi les problèmes de la drogue, etc. Mais en contrepartie de cela, il y a eu aussi la transformation totale de la ville. Les grandes étapes. Le tramway, le Mucem, la poursuite du métro, le Mucem. 10 ans de lutte pour obtenir le Mucem, mais qui maintenant est un musée national d'ailleurs, qui attire un monde fou. La vie culturelle à Marseille, qui a toujours été très importante. Avant de partir comme maire et que la pandémie avait commencé, j'ai veillé à donner une avance financière à tous les acteurs culturels de Marseille afin qu'ils ne soient pas dans la situation où, hélas, ils se trouvent. Donc ils ont tort, ceux qui vous ont succédé, de dire que votre bilan économique, ça aussi c'est injuste, Monsieur Payan. C'est injuste. C'est injuste pourquoi? Parce que dans mon dernier mandat, je n'ai pas augmenté les impôts. J'ai fait rembourser la dette de l'ordre de 270 millions d'euros. La situation même, l'audit fait par le cabinet Deloitte dit que sur les écoles, nous avions rattrapé un retard et fait d'énormes efforts. Pourquoi ils disent ça, M. Payan, ou les siens? Parce que, visiblement, d'abord, ils n'ont pas de rentrée financière. Puisque compte tenu du fait qu'on ne reçoit plus les taxes, des terrasses, des restaurants, des bars, que le Palais du Pharo ne reçoit plus les congrès, même l'OM ne veut pas payer le loyer puisqu'il n'y a pas de spectateurs à l'OM. Bon, donc ils vont vraisemblablement à un moment donné vouloir augmenter les impôts. Pour augmenter les impôts, ils disent que c'est la gestion que j'ai laissée qui était catastrophique. C'est votre faute. C'est très exagéré. Oui. Comme vous dites, on accuse souvent les Marseillais d'exagérer. Oui, les Marseillais, oui, effectivement. Ne me faites pas faire ce que fait un artiste qui s'appelle Ziz du Panier. Bon, mais à Marseille, écoutez, en même temps, ne croyez pas qu'on boit du pastis tous les jours, que l'on mange l'aïoli tous les jours, que l'on mange la bouillabaisse tous les jours. Marseille, c'est le premier centre de recherche scientifique. Marseille, nous avons dans nos hôpitaux les meilleurs chirurgiens. Oui. D'ailleurs, au passage, le directeur général de l'assistance publique de Marseille prend sa retraite. Tous les médecins, même le maire actuel, souhaiterait que ce soit quelqu'un de son entourage, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà en fonction à Marseille, puisse le remplacer, c'est le pouvoir de Paris qui va décider et qui va nous mettre quelqu'un. Si on nous met quelqu'un de nouveau, il lui faudra une année à celui-là pour s'adapter. Alors que sur place, nous avons la possibilité. Voilà ce que je reproche souvent au pouvoir de Paris, depuis le début d'ailleurs de la Ve République. Alors vous dites aussi, je suis le maire de l'OM, parce que être maire de Marseille, c'est être maire de l'OM. Oui, vous dites, on vous a accusé parfois de ne pas connaître les règles du foot. Oui, ça c'était les petites méchancetés d'un de mes éminents collègues qui disait que je ne savais pas ce que c'était que la surface de réparation. En réalité... Vous l'avez expliqué à Édouard Balladur. Je l'ai expliqué à Édouard Balladur après. En réalité, quand je suis élu maire en 1995,
L'OM traverse une mauvaise passe, Tapi n'est plus président de l'OM, il n'y a plus que des dettes, effectivement, et le tribunal dit qu'il vaudrait mieux faire une société d'économie mixte présidée par le maire. Et donc, je suis devenu le président de l'OM, alors j'avais rêvé à tout, hein. Mais pas à ça. Mais pas à ça. Cependant, pourquoi je suis très attentif à l'OM, à son évolution? L'OM est un facteur d'intégration dans une ville de 870 000 habitants, où il y a une mosaïque complète. Et c'est au stade Vélodrome où 40 000, quand ça marche bien, 40 000, 50 000 personnes se retrouvent là. Et ça ferait tellement plaisir à l'archevêque d'en avoir autant dans la cathédrale. Il y a des anecdotes savoureuses dans votre livre. Vous parlez de Jacques Chirac avec Bernadette. Hein, quand il dit je soutiens, il se lève péniblement, il est fatigué, il dit je soutiens François Hollande. Et vous voyez la tête de Bernadette. Et Bernadette lui dit à haute voix d'ailleurs, je suis renouvelable dans quelques semaines au Conseil général, vous feriez bien de faire attention à ce que vous dites. Mais la plus belle histoire que j'ai avec Bernadette, c'est qu'un jour, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, m'avait invité à l'accompagner Madame Chirac, d'abord bien sûr, à Rome pour la canonisation de la mère Teresa de Calcutta. Et en arrivant à l'hôtel, Bernadette Chirac me dit « Vous savez, Jean-Claude, j'aimerais faire un peu de politique avec vous. » Mais volontiers. Alors on prend l'apéritif et elle me dit « Est-ce que vous pensez que je pourrais être sénateur de Paris ?» Et je lui réponds immédiatement, même sans réfléchir, « C'est pas possible. C'est M. Delanoë qui est le maire de Paris. Nous avons que très peu de voix sénatoriales à Paris. N'y comptez pas. En plus, on dira qu'avec Jacques Chirac, vous voulez toujours mettre la main sur Paris, enfin, etc. Mais par contre, je pense que mon ami Hubert Falco, le sénateur maire de Toulon, brillamment réélu d'ailleurs en 2020, serait ravi de vous avoir sur sa liste sénatoriale dans le Var. Et je vois que Bernadette Chirac est intéressée. Je lui dis, vous venez à Brégançon, vous venez aux festivités de Borbelet-Mimosa, vous faites les pièces jaunes et vous traitez bien tous les hôpitaux du Var comme ceux d'autres régions. Bon, et je la vois intéressée. Bon. Sur ce, nous arrivons à la fin de l'année. Il y a les vœux du président de la République, Jacques Chirac, à l'Élysée. Bon, je suis vice-président du Sénat, je suis donc très près de l'endroit où Jacques Chirac, de l'estrade où Jacques Chirac fait son discours de vœux. Dès qu'il a fini, il se précipite vers moi. À un moment, j'ai cru que c'était pour me manifester une considération un peu devant tout le monde. Non, non, c'était pas ça. Il me dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est cette histoire avec Bernadette pour le Sénat? Bernadette, c'est la Corrèze et que la Corrèze. Alors, j'ai téléphoné à Bernadette en disant « Je crois que pour le Var, ce ne sera pas possible. » Et effectivement, Bernadette ne nous a jamais rejoints à la Haute Assemblée. Alors, il y en a un qui se plaint que vous ne répondez jamais à ses SMS. C'est Emmanuel Macron. Oui. Alors, pourquoi vous ne répondez pas à ces SMS? Parce que je ne le fais pas. Parce que je suis un homme politique de l'ancien monde. Je n'ai pas eu l'habitude de travailler comme ça, surtout de faire pendant la nuit des SMS, puisqu'on a un peu plus de temps que dans la journée. Bon, et donc, le président de la République m'a toujours honoré de son amitié, puisque avec son épouse Bernadette, Brigitte, ils sont venus une fois en vacances pendant 8 jours à Marseille, et dès qu'il est arrivé à Marseille, le président de la République m'a téléphoné pour me dire « je suis là », etc. Bon, depuis, nous avons eu des liens et des échanges, mais je lui ai dit « je ne réponds pas à vos SMS parce que je ne le fais pas ». Oui, non, parce que vous ne savez pas comment ça marche. Si. Non, non, mais attendez, vous n'aimez pas, ce monde-là. Collaborateur, mais je n'aime pas faire ça. Quand je vois les autres dans les manifestations publiques ou ailleurs taper sans arrêt sur leur téléphone, ça m'agace. Oui, oui, voilà. Mais alors il vous a dit quand même,
comment, et je ne sais pas si vous tutoie. Non, il m'a pas... Non. Comment vous faites? Comment vous avez fait pour durer aussi longtemps? Pour durer aussi longtemps. Ah, parce qu'une fois où j'avais invité, il n'était pas encore président, il était ministre de l'économie. J'invite à déjeuner dans un restaurant ici à Paris, un restaurant qui n'est pas diététique d'ailleurs. Vous adorez les restos. Voilà, qui s'appelle Vous souffrez beaucoup en ce moment. Je lui explique que dans la vie politique, il faut être député, il faut être parlementaire, ou député ou sénateur. Il me regarde, il sourit, et il me dit « Mais je ne veux pas être député, je veux être président de la République. » Les mois passent, il le devient. Un jour, le président Gérard Larcher l'invite à déjeuner au Salon Beaufranc au Sénat. Comme je suis le premier vice-président du Sénat, je suis là aussi. Il fait le tour de la table et serre les mains de tout le monde. Et quand il arrive à moi, il me dit « Je vous l'avais dit, je serai président de la République. » Et là, il a eu une grande délicatesse, c'est qu'à quelque temps de là, dans le même restaurant, il m'a invité, m'a rendu l'invitation que moi-même je lui avais faite. Oui. Vous dites un peu, Jean-Claude Gaudin, les hommes politiques d'aujourd'hui sont hors sol. Vous dites au fond... Oui. C'est la démonstration que fait exactement l'Assemblée nationale. Tous ces gens qui ont été élus sur le nom de Macron, ils ne le doivent qu'à Macron. Et beaucoup l'ont abandonné, beaucoup ont quitté le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale. Or, ce sont des élus hors sol, ce sont des élus qui n'ont pas de racines dans leur territoire. Ils ne sont pas les seuls, vous dites, au fond, toute la classe politique aujourd'hui est un peu hors sol. Oui, mais cependant, quand vous regardez les groupes, quels que soient les autres groupes de droite ou de gauche, ils ont des hommes et des femmes qui ont des racines territoriales. Voilà. Or, l'équipe majoritaire à l'Assemblée nationale n'en a pratiquement pas, sauf ceux qui ont rallié, qui venaient d'autres familles politiques et qui ont rallié le président de la République. Bon, voilà, moi je suis encore une fois dans cette tradition où on montait les échelons les uns après les autres. On était conseiller municipal, puis conseiller général, puis on avait la chance d'aller au Parlement, puis du Parlement de l'Assemblée nationale au Sénat, puis être ministre. Voilà, ça c'était le parcours normal qui nous faisait que, au fond, nous étions imbibés de ce que les électeurs nous disaient et avaient l'influence sur nous. Voilà, aujourd'hui, tous ces gens, ils sont peut-être qualifiés, sont des gens qui quelquefois sont brillants d'ailleurs, sauf qui ne connaissent pas le peuple. Oui. C'est de quoi vous êtes le plus fier, au fond, Jean-Claude Gaudin? De ma durée, bien entendu, et du fait que tout ce que j'ai acquis en politique, et les mandats que j'ai eus en politique, je les ai toujours pris sur la gauche. On vous a rien offert. Rien ne m'a été donné, rien ne m'a été donné, ni par héritage familial, ni par l'aisance financière, ni par la circonscription bien préparée, etc., ou la ville imperdable. Bon, moi, j'ai dû tout gagner. Oui. Eh bien, je l'ai fait. C'est ce que j'écris, cela, encore une fois, en voulant inciter, parce que j'aime la politique, et je souhaite que des gens fassent de la politique et ne s'en désintéressent pas. Et pour cela, j'explique à des jeunes que même s'ils n'ont pas tous les atouts dont nous venons de parler, ils peuvent réussir à force de travail, de courage, de volonté. Et qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous ne referiez pas ou qu'est-ce que vous feriez autrement? Alors, ce qui je regrette, c'est simplement les lenteurs administratives qui font que lorsque, dans le bureau du maire, on va décider une réalisation, au jour où vous couperez le ruban tricolore de l'inauguration, 3 années au moins se seront succédés. Alors d'abord, ça veut dire que les gens qui disent « je ferai qu'un mandat », folie, car en fait, il faut plusieurs mandats pour arriver à réaliser des choses un peu spectaculaires dans la ville où vous êtes élu. Et moi, je dois tout ça à mes électeurs. Alors on me dit souvent, mais pourquoi peut-être vous avez fait un mandat de trop? Oui, c'est surtout ceux qui voulaient... Vous vous êtes posé la question. Eh bien, parce que ceux qui voulaient me remplacer auraient voulu peut-être même que je désigne un dauphin. Ça, c'est une idée journalistique. Dans la démocratie, vous ne pouvez pas désigner un héritier
ou un dauphin. Alors les journalistes, ça vous plaît, ça, de désigner celui-là, ça sera l'héritier, celui-là, ça sera l'héritière. Et la réalité est tout autre. Vous n'avez pas d'héritier. Non, c'est le peuple qui choisit. Il faut laisser le peuple choisir. Il arrive même quelquefois qu'il soit surpris, puisqu'en 2020 à Marseille, le peuple désigne une dame, médecin, écolo, comme maire de Marseille. Qui ne voulait pas être maire. Et qui le dit assez nettement pendant la campagne électorale, c'est très dur, je suis peut-être pas faite pour ça, etc. Et qui laisse la place quelques temps après. Évidemment, ça peut surprendre. Quoi, c'est quoi, une arnaque? C'est quoi? Non, c'était la dame. La dame, effectivement, était écolo. Or, en 2020, vous avez vu combien de villes sont passées de la droite républicaine au monde de l'écologie. À Bordeaux, à Nancy, à Strasbourg, à Lyon. Bon, et à Marseille aussi. Oui, mais elle ne voulait pas être maire. Eh bien, écoutez, si ça avait été un socialiste qui dirige la liste contre mon amie Madame Martine Vassal, peut-être n'aurait-il pas eu le succès que la dame a eu. À quoi avez-vous pensé, Jean-Claude Gaudin, lors de ce conseil municipal où vous avez fait vos adieux à la ville? À qui avez-vous pensé? À votre père maçon? À votre parcours? Non, j'ai voulu que ce soit bref. Je ne voulais pas m'attarder. Mais j'ai été, je vous le dis, très sensible au fait que mes opposants ont employé des termes, des propos très corrects ou presque élogieux à mon égard, tout comme le président de ma majorité du conseil municipal, mon ami l'avocat Yves Morène, qui est un avocat brillant et talentueux, qui lui me rendait hommage aussi. Bon, voilà, il y a un moment donné où il fallait que ça s'arrête. Et c'est moi qui ai décidé le moment où mais vous avez été ému dans ce moment-là. Oui, mais là où j'ai été le plus ému dans ma vie politique, c'est le jour où je suis rentré dans cette mairie. C'est le jour où, à 25 ans, j'étais le Benjamin du conseil municipal. C'est ce jour-là où, assis devant l'ensemble des élus, je vois tous les élus de droite, de gauche, qui sont en face de moi. Comme j'étais passionné par la vie politique, ces personnes-là, je les suivais, je les observais, et tout d'un coup, je me dis, mais je suis au milieu d'eux. Je suis au conseil municipal. C'est le plus beau jour de ma vie politique. Après, j'ai été très heureux, bien sûr, d'être député, très heureux d'être, pendant même 9 années, président du groupe UDF de l'Assemblée nationale, où il n'y avait pas n'importe qui. Là, il y avait Raymond Barre, il y avait Valéry Giscard d'Estaing à un moment quand il est revenu à l'Assemblée, il y avait Barrot, il y avait quantité d'autres amis, les Otard et les autres. Bon, j'étais content d'être là. Ensuite, j'étais aussi très heureux de monter un jour les marches de l'Élysée pour aller m'asseoir dans le salon Murat. Bon, bien sûr, mais le jour le plus important de ma vie politique, c'est mon entrée au conseil municipal. Ouais. Vous avez tout consacré à la vie politique. On va entendre une chanson comme ça en fond pour se quitter, Jean-Claude Gaudin. Votre vie privée, c'est quoi? C'est un petit cabanon? Parce que vous avez un petit cabanon. Alors, j'ai effectivement... Votre vie privée, vous l'avez toujours caché, discret. Oui, ben, c'est-à-dire que je vis à Marseille dans la maison que mon père avait construite. Mon succès à moi, c'est d'avoir pu, il y a 40 ans, grâce à des maisons que mon père avait dans le quartier de Mazars, qu'il a vendues pour me donner l'argent, et au prêt que l'on faisait à l'Assemblée nationale à l'époque, d'avoir acheté un terrain et construit une maison il y a 40 ans, à 40 km de Marseille. C'est ma campagne. Ça, c'est ma maison à moi. La maison que j'occupe à Marseille, qui est mon domicile officiel, c'est la maison que mon père m'a laissée. Et Pagnol, vous en parlez de Marcel Pagnol. On écoute ça, c'est Andrex qui chante. Écoutez ça, Jean-Claude Gaudin. Écoutez. J'ai eu son petit-fils de Marcel Pagnol comme élève. Écoutez. Du coup, j'ai eu droit à une dédicace de Topaz. Écoutez ça. C'est un tout petit cabanon. C'est bien beau ton cabanon, m'a soufflé Cupidon.
Ça, c'est Marseille. C'est ça aussi, Marseille. Jean-Claude C'est Gaudin. Marseille, c'est la Provence. Dans mes élections, quelquefois, au Conseil régional, je disais, c'est lui, Ouais. dire Gaudin, la voix de la Provence. Bon, j'ai toujours été très fier de ça. Alors l'accent, il arrive qu'on caricature aussi l'accent. Excusez-moi, mais Ouais. quand les Alsaciens font des discours à l'Assemblée nationale et au Sénat, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas d'accent, eux aussi. Ouais. Merci Jean-Claude Gaudin. Vous allez retrouver votre petit cabanon. Qu'est-ce qu'on y Aussi. fait dans un petit cabanon? Eh bien, c'est un moment dans une calanque merveilleuse, dans les calanques de Marseille, qui est un parc national aujourd'hui. C'est un endroit merveilleux. Simplement, aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention parce qu'il s'est envahi par la foule qui n'est pas toujours respectueuse de la nature et qui nous oblige, et qui oblige les élus du moment, à prendre quelques responsabilités, quelques restrictions. Oui. Mais la solitude, ça ne vous déplaît pas. Tranquille. Ma vie a été imbriquée totalement, ma vie personnelle et la vie politique, je n'ai fait que ça. Voilà. Et même, j'ai le sentiment que je supporte plutôt bien la retraite. Merci Jean-Claude Gaudin était notre invité. 50 ans de vie politique. Maintenant, je vais tout vous raconter, publié chez Albin Michel. Merci beaucoup, Monsieur Gaudin, d'avoir été avec nous. Merci, cher ami. La blague à son toit accroche son pavillon joyeux qui claque dans notre ciel bleu.